Au cours du football de notre enfance, les Pays-Bas ont toujours su nous offrir de nombreux joueurs de grand talent. Si bien que le fait de ne les avoir jamais vus gagner quoi que ce soit reste l'une des plus grandes interrogations de notre génération. Une interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre dans le podcast du jour. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et c'est avec Tate, Bonsoir. Raphaël, Salut les gars. et Damaz Bonsoir à tous. que nous allons essayer de comprendre pourquoi les Pays-Bas nous ont autant énervés, autant fait rêver et autant on a autant aimé que détesté ces garçons-là, et on va essayer de comprendre pourquoi. Avant de commencer un peu de rentrer dans le vif du sujet, Tate, c'est important aussi de rappeler avant tout et toute chose que les Pays-Bas sont une grande terre de football. Double finaliste de la Coupe du Monde. L'Ajax, Feyenoord, PSV ont tous au moins une Ligue des Champions. Et en plus de ça, les Pays-Bas font partie des rares pays qui peuvent se targuer d'avoir le plus grand joueur de l'histoire du football. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'une des plus grandes nations du football, bien qu'ils n'aient rien gagné bien qu'ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde, mais ils ont quand même un Euro en 88. C'est un football qui a fait rêver les gens des années 70 avec le football total initié par Johan Cruyff et l'entraîneur Rémus Michel. C'est une nation référente. Et en plus, c'est une nation référente et une nation où à l'intérieur, il y a des clivages. Il y a le football total de Rémus Michel et il y a le football plus solide de Guus Hiddink. Et en ça, cette diversité de football en fait vraiment une référence mondiale. Là, tu viens de citer deux coachs, Damas, on peut en citer plein d'autres, Léo Ben Hacker, Louis van Gaal. On a vraiment affaire à une nation, une nationalité qui a apporté énormément au football. Oui, parce que on peut le dire que ce pays est ancré dans la culture football. Ils nous ont communiqué une telle passion, une telle virtuosité, une telle technicité qu'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas mentionner les Pays-Bas comme étant une grande nation du football. Un autre point important, c'est que les Pays-Bas, comme tu l'as dit plus tôt, Reda, ils te font rêver, mais ils peuvent t'amener dans des niveaux de colère incroyables. Parce que, au-delà du football, quand ils jouent au foot, ils représentent également le caractère de toute cette nation qui est d'une personnalité, mais je dirais même d'un orgueil démesuré et qui nous a amené par moments à des situations, je dirais même de tristesse. On pourra revenir plus loin avec l'Euro 2000, qui pour moi et comme pour beaucoup d'entre vous, a été l'un des moments les plus marquants de nous tous qui nous nommons amoureux du football. Donc les Pays-Bas, c'est la nation story, drama d'une série latina qui vous prend le cœur jusqu'au bout, quoi. Oui, évidemment, on aura l'occasion de faire tous ces épisodes de cette série novella des Pays-Bas qui nous a franchement énervés comme pas possible. Mais on aura l'occasion de rentrer. Raphaël, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qui est intéressant aussi avec les Pays-Bas de notre génération, c'est qu'ils ont tout cet héritage sur le dos. Celui de Johan Cruyff, bien sûr, celui de Rinus Michels, mais aussi le poids de la génération de ceux qui vont suivre ces anciens, comme le trio de néerlandais au Ballon d'Or avec le Milan, Van Basten, les champions d'Euro 88. Ça veut dire que cette génération a gagné contrairement à la précédente, et c'est aussi un poids qui va être dans l'esprit de la génération que nous allons côtoyer en tant qu'enfants. Bah oui, parce que comme tu l'as bien mentionné, ils remportent l'Euro en 88 contre les Soviets en finale. Ils arrivent à battre les Allemands en demi-finale, mais ils perdront 2 ans après contre ces Allemands en Coupe du Monde 90 qui remporteront. Mais voilà, par la suite, les Pays-Bas ont passé plus de 30 ans à ne rien gagner. Ils ont fait une finale en 2010. Ils ont enchaîné les échecs. On va y revenir par la suite, que ce soit en 92 contre les Danois, que ce soit également contre les Brésiliens à plusieurs reprises en 94, en 98. Mais il y a toujours ce rapport d'infériorité. Mais quand on prend intrinsèquement les joueurs, la génération 98, la génération 2006, la génération 2010, intrinsèquement, il y a de la qualité, il y a de l'expérience, il y a du potentiel et il y a les coachs pour. Malheureusement, l'ego, peut-être le contexte cosmopolite également, qui a créé des clivages entre certaines générations, ont fait que... Oui, Raphaël, je t'en prie. On va en parler. On va en parler, mais tous ces aspects-là font que les Pays-Bas ne peuvent pas passer ce cap que, par exemple, un pays cosmopolite comme la France a pu passer lors du 21e siècle. Alors, ces succès néerlandais, ils commencent, en tout cas ceux de notre génération, ils commencent évidemment avec la génération de l'Ajax de Van Gaal. On lui a consacré tout un podcast. On va y revenir quand même malgré tout ici. Tate, on a affaire à une équipe de l'Ajax qui, avec une révolution dans la méthode, notamment tactique et éducative de Louis van Gaal, va révolutionner le football et va gagner. Elle va gagner.
c'est un petit peu les petits frères entre guillemets, de Rémi Michel, parce que comme le disait précédemment, le football total dans les 70, c'est un petit peu la projection du football total dans les années 90, même si c'est avec un peu plus de possession dans les années 90, avec une nouvelle génération. On est vraiment on est avant Bosman, excusez-moi, et vraiment c'est l'équipe qui domine l'Europe et le monde, et cette génération va se diluer dans les années après, et malheureusement avec les échecs qu'on va mentionner plus tard. Cette génération qui traumatise le monde, Damas, c'est Seedorf, Davids, Kluivert, tous ces jeunes joueurs nés dans les années 70 qui ont 23, 24 ans maximum en 1995 et qui gagnent cette Ligue des Champions. Mais Reda, messieurs, on peut faire le lien avec nous qui sommes afro-descendants pour la plupart d'entre nous. On a affaire à des personnes qui sont néerlandais, mais ils sont noirs, venant du Suriname. Mais pourquoi, Tadé, tu rigoles? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En finale de la Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, il y a 8 joueurs noirs du côté de l'Ajax, il me semble. Il y a 8 joueurs noirs. Il y a 8 joueurs noirs, mais sans compter également le Mondial 98 où 30% de l'effectif néerlandais était originaire du Suriname. Ça veut dire que là, on a affaire à une situation où les Pays-Bas se sont ouverts, comme ça n'a pas été le cas avant. Les Pays-Bas, on peut vous parler également du contexte culturel de ce pays, ancien colonisateur, d'accord, les Surinames qui ont été indépendants que depuis 1975, messieurs. Donc ça remonte à pas très longtemps tout ça. Et la victoire qui a eu lieu à l'Euro 88 a été fédératrice de la part de 2 grands joueurs originaires du Suriname que sont Ruud Gullit et Frank Rijkaard. Et les Seedorf dont tu as mentionné, les Edgar Davids, les Bogart et consorts, et Aaron Winter sans oublier non plus ce monsieur, a été clairement fédérateur pour nous en se disant, il n'y a pas que la France qui est dans ce modèle-là. Il n'y a pas que nous, il y a Marcel Desailly et Ibrahim Ba à l'époque pour cet âge-là. Si je me permets de remettre à jour pour certains notre France 96-97, il n'y a pas que Patrice Loco. Et de l'autre côté aussi aux Pays-Bas, on a également une sorte de similarité. Et moi, personnellement, je me suis beaucoup reconnu là-dessus. Maintenant, sans compter le niveau de jeu. Parce que Van Gaal, on a parlé de Van Gaal pour terminer ma partition. Van Gaal nous a produit un niveau de jeu exceptionnel, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas fait l'unanimité dans son pays, notamment près du Johan Cruyff. Ce qui explique également les clivages autres que cosmopolites qu'a parlé Raphaël. Ça, c'est un autre point. Alors justement, ces clivages. Ce qui est intéressant parce que ces clivages, en tout cas cette pluralité ethnique de l'Ajax Amsterdam est à l'origine du succès de cet Ajax, mais ça n'a pas forcément fonctionné ni par la suite, ni en sélection, notamment à l'occasion de l'Euro 96, et on va en parler tout de suite. Raphaël, la première chose que ces joueurs noirs ont exprimé, c'est d'abord d'avoir des payes beaucoup moins importantes que celles des joueurs néerlandais blancs de la même équipe. Et ça va être cette ambiance un peu malsaine, en plein contexte d'arrêt Bosman, qui va faire que certains vont quitter, mais qui va surtout rendre dégueulasse l'ambiance au sein des Pays-Bas lors de l'Euro 96. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu l'Euro 96 et l'arrêt Bosman qui va un peu impacter cette ambiance un peu délétère dans ce groupe, parce que comme tu as mentionné les problèmes de salaire, ça s'est retranscrit. C'est à partir de l'Euro 96 pour moi où on commence à voir vraiment ce fléau un peu éclaté. On rappelle Gus Hiddink qui était le sélectionneur de l'époque. Il y a eu la grosse diaspora avec 5 joueurs noirs néerlandais dans l'effectif pour l'Euro. Et il y a eu l'histoire donc par rapport au match où Edgar Davids est rentré en conflit total avec Gus Hiddink, parce qu'il y avait le clan des 5 joueurs noirs qui selon les médias, qui provoquait un peu les embrouilles du groupe, et Davids qui avait fait clairement comprendre que s'il n'avait pas assez de temps de jeu, ou en gros il avait dit, je vais reprendre les termes, c'était que Gus Hiddink cesse de mettre sa tête dans le cul de certains joueurs afin de voir plus clair. Voilà, Raphaël, dis-le. C'était des accusations. Ouais, il a dit quoi, Tate? Non, il est même allé beaucoup plus loin. Je ne sais pas si on peut dire ça à l'antenne. Non, tu peux le dire. Je peux. Il a même dit qu'il ne nous fait pas jouer. Nous, les Noirs, il ne nous fait pas jouer, mais il n'hésite pas à mettre la tête dans le cul des femmes noires. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est ça qui a provoqué son exclusion lors du deuxième match après le match contre la Suisse. C'est ça qui a provoqué son exclusion l'Euro 96. Ouais, parce que Seedorf il s'était fait remplacer au bout de 23 minutes de jeu, quelque chose comme ça, et David il l'avait pas apprécié, et il avait dit s'il joue pas ou si je joue pas, moi je me casse, et il s'est cassé finalement. Même le père de Clarence Seedorf a pété les plombs. Il a même menacé Gus Hiddink en disant s'il refait ça à mon fils, je dirai au fiston de revenir aux Pays-Bas.
C'est pour dire à quel point c'est ce que j'allais contexte, dire. c'est Ce pas que j'allais dire, footballistique. Tate, c'est qu'il y a Davids, il y a Seedorf, il y a Kluivert aussi. Il y a Ouais. Kluivert aussi. Avec Nike, parce que Kluivert, c'était par rapport à Nike, justement, parce que on voit que Nike n'était pas son coup d'essai avec Ronaldo 98 lors de la finale de la Coupe du Monde, mais que Kluivert faisait comprendre que Nike mettait la pression pour que Kluivert joue et que s'il jouait pas, Nike allait prendre les devants pour marquer leur mécontentement auprès de la fédération néerlandaise. Et Nike qui renégociait avec la fédération néerlandaise pour l'équipementier des Pays-Bas. Mais en fait, ce qu'ils ne comprenaient pas, les joueurs, c'est qu'eux, ils étaient champions d'Europe un an avant. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne jouaient pas. Exact. Et que, selon eux, sportivement, ils avaient largement leur place par rapport à certains joueurs comme Witschke, qui était finaliste de la Coupe UEFA, des joueurs comme Philippe Cocu, qui n'étaient pas très connus en Europe. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et Jordi Cruyff aussi. Jordi Cruyff qui jouait les premiers matchs à l'Euro 96. Il n'avait pas le niveau, ce monsieur. On est d'accord, mais ils ne comprenaient pas pourquoi lui jouait et pas Kluivert. Et c'est en ça que c'était nauséabond et ça a pété, tout simplement. Et d'ailleurs, on voit aussi des photographies de cette époque-là. On voit les joueurs noirs assis tout seuls à une table. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc vous ajoutez à ça les problèmes de salaire et qui vont toujours dans le même sens. Et vous ne pouvez pas empêcher ces jeunes joueurs, parce qu'ils étaient encore jeunes à l'époque, de faire face à une injustice. Juste pour les problèmes de salaire, l'Ajax en tout cas disait que c'était grâce à l'ancienneté. Comme les Debourg étaient plus anciens, les Van der Sar et consorts étaient beaucoup plus anciens que les jeunes, donc c'est pour ça qu'ils étaient mieux payés que les jeunes. Voilà pourquoi ils l'ont justifié comme ça. Bon, ça, en tout cas, c'est une justification comme une autre, mais en tout cas, la différence d'âge entre Van der Sar et David, elle n'est pas si extraordinaire que ça. Mais peu importe. Ce qui va être important dans la suite, en tout cas avec cette génération qui commence, on va dire, mal en sélection, c'est cette période qui est, Damas en parlait tout à l'heure, mais c'est la période la plus incroyable pour les Pays-Bas, c'est 98 et 2000. D'abord, on va commencer avec la Coupe du Monde 98. C'est très important parce que on arrive à une époque, Damas, où tous ces joueurs de l'Ajax Amsterdam, tous ces jeunes joueurs, ils arrivent à l'apogée de leur niveau. Ils ont à l'apogée de leur carrière, ils ont un âge extraordinaire, enfin, ils ont l'âge parfait pour bien jouer, et ils font une excellente Coupe du Monde 98. Excellente Coupe du Monde 98 en termes de niveau, en termes de jeu collectif, en termes de rythme. On a rarement vu, moi pour mes jeunes années, c'était dans le top 3 des meilleures équipes que j'ai vu évoluer. Même Gus Hiddink reconnaît comme étant les Pays-Bas 98 comme étant la meilleure équipe qu'il a formée dans le livre Secret de Coach, vraiment qui est excellent. Lui-même reconnaît que c'était la meilleure équipe. Et en fait, c'est vrai, parce que même quand tu regardes ça à l'âge de 10 ans, en parlant du Mondial 98 avec les Pays-Bas, tu sens que les mecs, ils ont une maturité footballistique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le rythme, en fait. Le but qu'il marque contre l'Argentine, plein axe, n'existe plus aujourd'hui. L'ouverture du score de Patrick Kluivert contre l'Argentine à Marseille en quart de finale du Mondial, aujourd'hui, qui marque comme ça aujourd'hui ? Qui met des buts comme ça, messieurs ? C'est là où je vous dis concrètement qu'on avait affaire concrètement à un niveau de jeu extrêmement élevé. Et au travers de ce mondial-là, il y avait plusieurs joueurs techniques, mais les Pays-Bas, tu avais l'impression que tu avais plusieurs organisateurs de jeu. Lors de ce mondial 98, je suis entièrement d'accord avec toi, Dama, je vais te rejoindre. C'est vrai que sur le football total, enfin quasi total, mais un football vraiment porté sur l'offensif et sur la création de jeu où tous les acteurs prenaient du jeu. La seule chose, moi, qui me gênait un petit peu, c'était que toutes leurs victoires, à part contre la Corée du Sud en poule, toutes leurs victoires sont arrachées dans la dernière minute, que ce soit contre la Yougoslavie avec la frappe de Davids, que ce soit le but de Dennis Bergkamp contre l'Argentine, que ce soit l'égalisation de Patrick Kluivert contre le Brésil et que ce soit également le 2-2 contre le Mexique en phase de poule. Il y a toujours eu, et puis leur défaite contre la Croatie, toujours eu quand même difficulté à conforter leur emprise dans le jeu, dans le résultat final. Et il y a même de la chance. Il y a même de la chance parce que entre le penalty de Mihailovic sur la barre et les poteaux ratés et les poteaux de Ortega et de Batistuta en quart de finale, il y a beaucoup de chance aussi. Hein. Tout à fait. Bah après, ça va prendre en compte. C'est pour ça que moi, je suis pas aussi d'accord avec toi, Damas. Ils sont pas si souverains que ça en 98. Ils sont bons, mais ils sont pas aussi forts qu'ils le sont 2 ans après. Alors, tu as raison de le préciser. Ils sont forts en termes au niveau offensif. La puissance de frappe offensive des Pays-Bas en 98, je la trouve excellente. Après, on peut se souvenir aussi où on avait beaucoup de joueurs français qui étaient satisfaits de ne pas affronter les Pays-Bas aussi, qui ont aussi parce mentionné. Que c'est leur style, parce que physiquement, c'était physique contre physique, entre guillemets. Exact, les deux se rejoignent, tout à fait. Ouais, mais après, dans
on peut parler également de certaines individualités par rapport à cette équipe-là. Vous, Dennis Bergkamp, on s'en souvient tous. Même nous ici au Libéraux, on a plusieurs fois parlé de lui. Mais également un autre joueur qui était moins vu, c'était Jonk. Je ne sais pas si vous vous souvenez et puis même Overmars aussi. Marc Overmars également, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi à l'époque, je voyais Franck Debourg comme étant défenseur central, mais la qualité de jeu qu'il avait, balle au pied, c'était énorme. Les gars. Ces passes, elles étaient magnifiques. Avant de voir comment ils ont été éliminés de la Coupe du Monde 98, on va continuer avec l'Euro 2000. Tate, où tu semblais dire qu'ils étaient encore beaucoup plus forts, beaucoup plus impressionnants qu'en 98. Là, vraiment, en 2000, pour moi, c'est là où ils sont vraiment très, très forts. On le voit dès les matchs de poule, ils sont vraiment, vraiment au-dessus du lot. Et surtout cette victoire en quart de finale contre la Yougoslavie, le 6-1. Incroyable. Là, on se dit, exactement. Et là, on se dit que on a le vainqueur de l'Euro sous les yeux. Tout à fait. On a le vainqueur de l'Euro sous les yeux. Et même le match d'après contre l'Italie, moi qui suis plutôt italien footballistiquement, je donnais pas cher de la peau des Italiens avant le match et ils ont raté 5 pénaltys. Ils tapent souvent les poteaux. Ils tapent souvent les poteaux. Mais c'est vraiment le regret pour moi, là où ils sont vraiment très très forts, c'est en 2000. Il y a une meilleure cohésion, tactiquement c'est beaucoup plus fluide. Ouais. Les joueurs sont vraiment c'est une génération en or qui est à son apogée. Exactement. Mais ça fait un peu comme la France en fait. 98, la France remporte la Coupe du Monde, mais en 98 la France était très impressionnante, mais aussi des coups favorables pour qu'ils aillent aussi loin dans la compétition. Mais c'est surtout en 2000 où il y a eu l'alchimie et on va dire la maturité de tous les joueurs et d'un groupe en fait qui s'est révélé en plus à domicile aux Pays-Bas. Mais bon, comme à l'image de Kluivert lors de cette demi-finale, pénalty raté. Et puis pourquoi ils perdent 2 fois au penalty en 98 et en 2000? En 98 et en 2000, je pense pas anodin. Moi, je pense qu'en 98, je mets le compte je mets ce compte-là plutôt pour le manque d'expérience, mais en 2000, je pense que t'es à domicile, t'as tout raté lors du temps réglementaire. En fait, les dieux du football ne sont pas avec toi. Moi, je pense qu'en 2000, c'est plus, ils avaient beau faire tout ce qu'ils voulaient et ils n'auraient pas gagné. Au-delà des dieux du football, moi, je pense que l'aspect psychologique des Néerlandais en soi a beaucoup travaillé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Pays-Bas, il faut parler également, si je peux me permettre, parler du complexe avec l'Allemagne. C'est un pays qui est déjà de base, qui a beaucoup évolué au travers d'une certaine concurrence et d'une certaine non-reconnaissance, en fait. Et là, au travers de l'Euro 2000, où on voyait concrètement, comme l'a dit Tate, cette équipe gagnait à domicile parce que c'était comme Mondial 98 en France. La France devait gagner ce mondial parce qu'elle est à domicile et qu'elle a tout pour elle. Les Pays-Bas, c'était la même chose 2 ans plus tard. Elle devait gagner. Et moi, je pense que l'aspect psychologique a déjà joué dès le départ de la compétition parce que si vous vous souvenez bien, le premier match des Pays-Bas, je crois que c'est contre la République tchèque, est très moyen. Il marque à la 80e. On est d'accord. Donc, il y a la boule au ventre. C'est tout à fait logique, avec la boule au ventre. Et ce qui se passe, c'est que les Pays-Bas, en eux-mêmes, quand ils ne marquent pas sur leur temps fort, ils n'arrivent pas à être dans la sérénité en se disant on va quand même gagner. Et dès que ton sport-là passe, c'est là où derrière la porte est ouverte à la défaite. Et c'est ce qui s'est passé régulièrement au travers des équipes hollandaises aux Coupes d'Europe. Justement, c'est intéressant ce que tu dis, Damas, parce que ça va enclencher la période sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde quelques instants quand même, pas trop parce que je vous expliquerai pourquoi, mais on a cette période un peu creuse du football néerlandais entre 2000 et 2003-2004, où effectivement on a l'impression, on le sait pas encore, mais que cette génération incroyable est passée à côté de sa chance. Parce que par exemple, il y a une chute de niveau incroyable dans tout le football néerlandais. Larry Bosman a complètement dilapidé les grandes équipes du championnat néerlandais. Ils sont tous partis à l'étranger. Il y a cette équipe notamment du côté du Barça, Tate, ou le Barjac, ce qu'on va appeler le Barjac, c'est même du côté du Barça, une des pires périodes de son histoire. Donc on a des Néerlandais qui vont partout. Ça se passe pas forcément bien. Seedorf rencontre une période un peu difficile du côté de l'Inter. On a Ruud van Nistelrooy aussi qui sort doucement d'une fracture du genou. On a une absence de qualification à la Coupe du Monde 2002. C'est ça dont je voulais qu'on parle pas énormément parce qu'on a un podcast sur ce désastre. Mais comment t'analyses cette période un peu 2001-2003 des Néerlandais? Déjà, on peut aussi ajouter les affaires de dopage à Landrologne qui a touché De Ligt, Stam à l'époque. Moi, je vais paraphraser ce que Van Gaal disait dans le livre sur 4 coachs que Damas a cité il y a quelques minutes. Ils ont pris la grosse tête, tout simplement. C'est que après le mondial, après l'Euro 2000,
Van Gaal, quand il a pris la sélection, il reconnaissait pas les joueurs qu'il a formés à l'Ajax. C'est-à-dire qu'on pouvait rien leur dire. Ils étaient sûrs de leurs faits, sûrs de leur football, et ils étaient difficilement malléables. Et c'est ça qui a causé la chute des Pays-Bas, notamment en qualification pour la Coupe du Monde 2002. Et on a vraiment des joueurs comme, en sélection je parle, des joueurs comme Davids qui avait un boulard pas possible, des joueurs en club comme tu l'as cité qui marchaient beaucoup moins comme Seedorf. Et, même Davids sur cette période-là d'ailleurs. Même Davids sur cette période-là où il prend contre Hambourg, je m'en souviens, il prend aussi un carton rouge comme Zidane. Avec un tacle incroyable. Oh, vraiment. On a vraiment des, et même De Boer. Même De Boer, même Kluivert. Ça se passe pas. Van der Sar. Van der Sar qui coule à la Juve, qui va finir à Fulham. On a Bergkamp qui en sélection quitte le navire pour pas prendre l'avion pour aller au mondial. On a Overmars qui commence à avoir ses problèmes au genou. On a tout ça qui. Et Kluivert qui échoue au Barça aussi. Bon, c'est pas vraiment. Pas au début. Je suis pas d'accord avec toi. Pas au début, mais ça a été une bonne déception. On attendait quand même plus de lui. On attendait plus, mais de là à dire un échec quand même, c'est. Non. J'ai dit une déception. Déception, ok. On est d'accord. C'est vrai qu'il a plus préféré les boîtes de nuit que le entraîné. 2 boîtes de nuit, t'as tes 2 boîtes de nuit. Deux. Incroyable. La nuit. Et Ronaldinho qui était un client fidèle lors de sa première année. Ah oui. Après, ouais. Non, ce que je voulais poser la question à Damas. Sans rentrer trop dans les détails, mais la non-qualification des Pays-Bas à la Coupe du Monde 2002, c'est le plus gros échec de l'histoire du football de notre génération, non ? Ah ouais. Absolument. Ça fait extrêmement mal. Il faut déjà quand même faire le lien avec l'échec et le traumatisme de l'Euro 2000. Ça fait du mal à tous les Pays-Bas inclus. C'est un pays, comme l'a dit Tate, fier, orgueilleux, Van Gaal a mentionné, et cette défaite à l'Euro 2000. Petit pays, faut pas l'oublier. Petit pays, mais qui a affaire à un gros boulard, on peut le dire. Petit pays, rien à voir avec un chanteur camerounais. Non. Le petit pays camerounais qu'on exact. Justement. Non, ça c'est douleur, petit pays camerounais. Les libéraux, émission qui revient sur les chanteurs camerounais de notre enfance. Et pour terminer, l'Euro 2000 a fait mal aux Néerlandais. Et c'est là où on a vu la différence psychologique. C'est lors des matchs clés au travers des éliminatoires 2002. Contre le Portugal, justement, à Porto, les Néerlandais mènent 2-0. Ils se font rattraper 2-2 à un match clé pour la qualification de cet Euro. Sans continuer au plus avec la défaite face à l'Irlande. Lors du match décisif 1-0, mais ça fait mal. Le match contre l'Irlande, il est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'image que je retiens, c'est il n'y a eu aucune réaction, il n'y avait rien du tout. Oui, tu sentais vraiment que psychologiquement, les mecs n'arrivaient pas à être relancés. Et c'est l'un des plus gros échecs de Van Gaal. Lui-même le reconnaît. Même tactiquement, il s'est entêté à mettre 2 attaquants, à mettre Evan Nistelrooy et Kluivert. Il avait raté son match complètement. Moi, je pense que Kluivert c'est route pour terminer, messieurs. Pardon, Reda, oui, tu disais ? Non, vas-y, termine. Après, j'enchaîne. Kluivert et Ruud pouvaient jouer ensemble. Je pense qu'ils sont capables. D'accord. Kluivert était capable, techniquement, je parle footballistiquement parlant. Oui, je pense qu'il avait le niveau 2 pour évoluer. Même en 9,5, il était capable de le faire en situation offensive. Oui, ça c'est vrai. Mais malheureusement, en termes de caractère. Mais il voulait pas. Exactement. C'est un non-vouloir. Ce qui va se passer du côté des Néerlandais, on avait besoin d'une réaction. Et cette réaction est arrivée, à mon sens, vous me dites si vous êtes d'accord, je vais donner la parole à Raphaël, avec cette nouvelle génération de joueurs nés dans les années 80. Van der Vaart, Sneijder, Robben, Van Persie, Aitinga. Et ça se voit déjà à l'Euro 2004, Raphaël, où il y a une sorte de mélange entre les meilleurs des années 70, David, Seedorf, Cocu, et aussi les meilleurs de ces années 80, et notamment Arjen Robben, qui est quasiment titulaire à tous les matchs. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il fallait aux Néerlandais, une nouvelle génération de joueurs qui ont eu besoin de réparer les erreurs de leurs prédécesseurs ? Dans tous les cas, pour passer le flambeau, il faut forcément une nouvelle génération. Elle arrive à temps parce que si elle serait arrivée bien plus tard, j'aurais eu des sueurs froides quant aux années qui auraient suivi 2002-2004 pour les Pays-Bas. Mais c'est vrai, comme tu le mentionnes, les Robben, les Sneijder, Van der Vaart et consorts, ils ont amené à du sang frais. On voit comme Robben qui marque le penalty victorieux contre la Suède en quart de finale de l'Euro 2004. Ça montre un petit peu qu'il y a du talent, mais il y a aussi du leadership qui arrive et du caractère.
mais malheureusement, à cette époque-là, on ne le savait pas encore, mais c'est que cette nouvelle génération avait plus ou moins le même sale caractère que leurs prédécesseurs néerlandais. C'est-à-dire prendre leurs décisions, ambiance délétère dans les vestiaires. Comment ? Schneider, il s'aimait pas entre Schneider. Il s'aimait pas. Et même Van Nistelrooy, il y avait du mal avec eux. Enfin, même s'ils se sont retrouvés au Real Madrid cette fois, parce qu'il y a quelques années c'était au Barça avec les Reisiger, Coco, etc. Là, c'était au Real Madrid en 2007. Ça se passait. Enfin, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup d'ego surtout. Et c'était bien parti, surtout jusqu'à la Coupe du Monde 2010, où on voyait qu'il y avait un élan positif dans le jeu et dans les résultats, mais qui n'a pas pu se confirmer par la suite. Alors ça coïncide aussi. Non, mais avant de parler de la Coupe du Monde avec laquelle on finira ce podcast, mais ça coïncide aussi, Tate, avec un retour aussi de l'Ajax au premier plan. On a parlé de Van der Vaart, il y a aussi Van der Meijden, Zlatan, et du PSV Eindhoven aussi qu'on voyait en demi-finale de Ligue des Champions, notamment à côté avec Van Bommel. Surtout le PSV. Surtout le PSV. Ouais, comment tu vois cette nouvelle génération, toi ? Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il fallait aussi ? Et puis comment tu traduis aussi la Coupe du Monde 2006 ? On se souvient tous de ce match contre les Portugais où on voyait les Néerlandais un peu sur les nerfs. Il y avait Feyenoord aussi en 2002 qui gagne le Coupe UEFA avec Van Persie. Moi, comment je la vois ? Déjà, cette génération, elle a été intronisée avec le but de Schneider contre l'Écosse en barrage. Et c'est Schneider qui dit qu'à partir du moment où il a marqué ce but-là, ça a emmené toute la génération à qu'on leur fasse confiance. Parce qu'ils ont été très très mal accueillis quand ils sont arrivés, quand Dick Advocat les a mis en sélection. Donc, ils ont été très très mal accueillis par les Seedorf et les Davids et Kluivert, les anciens. Ils se sentaient en danger ? Complètement. Ils se sentaient en danger, la jeune pousse arrivait et tout ça. Donc je la vois vraiment comme vraiment une génération montante. Van Basten après a eu du mal un peu au début, il voulait faire un melting pot, mais après il a vraiment tranché pour la nouvelle génération. Et on l'a vu à l'Euro 2008 où, selon moi, ils auraient pu faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Parce que les matchs de poule, c'était vraiment d'une beauté divine. Mais après, ils ont perdu contre la Russie. Et après, bon. Incompréhensible. Mais cette génération, quelque part, elle a fait mieux que la génération des Kluivert. Mais tu sais, excuse-moi, je voulais intervenir, mais tu sais que la défaite contre la Russie, pour moi, elle m'a encore plus choqué que la défaite en 2000 contre les Italiens. Parce que franchement, sur le plan du jeu, je voyais absolument pas les Russes inquiéter les Néerlandais. Moi non plus, mais encore. Ils couraient partout, les Russes. Ils couraient partout. C'était pas normal de courir comme ça. Et dans prolongation, c'était pas normal. Qui était au coaching C'est aussi la même année en Europa League. Guseding. Voilà. Guseding encore une fois. Exactement. C'est passé en 2002. Les relatés, on sait. Les juifs relatés, on sait ce qui se passe. Mais bien sûr. Évidemment. C'était pas normal que. Non. Ce que j'aimerais rajouter par rapport à cette nouvelle génération 2004, c'est qu'en effet, la transition a été très difficile avec les anciens, sans compter également leur niveau de caractère. C'était mauvais, les anciens 2004. Très mauvais en plus. Mais vous vous souvenez de l'Euro 2004, catastrophique des Pays-Bas ? On n'a pas compris pourquoi ils étaient déjà en demi-finale face aux Portugais. Le match tir au but. 4 points et tir au but. Attends. Mais c'était très compliqué. Le premier match qu'ils font contre les Allemands, un but exceptionnel de Ruud van Nistelrooy, dont je dis à tout attaquant de prendre notion de ça. C'était la seule éclaircie de cette rencontre. Sans compter également ensuite le très beau match qu'ils font contre les Tchèques, mais qui perdent 3-2 parce que psychologiquement. La première mi-temps seulement. Ouais. C'est vrai. Mais dans l'ensemble, c'était quand même une belle rencontre. Mais les Néerlandais n'ont plus de maîtrise technique dans le temps. C'est des individualités qui ont explosé au travers de l'Euro 2004 avec Robben. Ouais. Robben qui fait un Euro 2004. Ouais. Excellent. C'est le seul qui est. Ah oui, c'est le seul, Tate, concrètement. Robben qui est la personnification de l'individualisme. Exact. C'est ça en fait. Mais c'est ça en fait, c'est qu'au final les stars entre guillemets qui émergent et qui font la différence, c'est des joueurs qui brillent surtout par leurs exploits individuels, que ce soit par coup de pied arrêté ou fulgurance ou la spéciale Robben Et c'est là où nous sommes énervés, Raphaël. C'est là où nous on est énervés parce qu'on a vu des Pays-Bas gérer collectivement le football et là on voit plus des individualités qu'une force collective. Alors ces individualités, en fait, le problème, c'est que ces individualités retranscrivent parfaitement les conflits intérieurs qu'il y a dans ce vestiaire. Et les Pays-Bas n'ont jamais eu un leader pour fédérer tout ça. Jamais. C'est dommage. Bien que les coachs étaient grands. Tate, tout à l'heure, tu disais que cette génération a fait mieux que la génération précédente. Cette génération a été finaliste de la Coupe du Monde. C'est passé à deux doigts. Même si c'était très, très dirty. C'était très, très, très dirty.
ces Pays-Bas-là. C'était, oh mon Dieu, c'était horrible. Mais gloire à Dieu qu'ils n'ont oui. pas été champions du monde, messieurs, pour le football. C'était Schneider et Robben. Et après, faites ce que vous voulez. On comptait sur les exploits des deux. Avec un gros bloc, avec le double pivot, Van Bommel, De Jong. C'était vraiment. Je pense sincèrement que si tu mettais un Van Nistelrooy sur cette génération 2010, un équivalent, un attaquant du calibre de Van Nistelrooy de 2004, moi je pense que les Pays-Bas ils auraient pu être champions. Ah, c'était le cas en 2008, pourtant ils n'ont rien gagné. Mais 2010, regarde les buts des Pays-Bas en 2010, surtout contre la Slovaquie. C'est des transitions. C'est des transitions, coup de pied arrêté. Même les occasions en finale, c'est des transitions. C'est Schneider, je lance Robben, c'est un peu ça. Ouais, mais quand tu regardes, mais attends, Tate, l'Espagne, leurs buts, ils marquent pas beaucoup et beaucoup aussi sur coup de pied arrêté. Mais tu peux comparer. Le style de jeu des Pays-Bas était solide. Et après on essaie de profiter des espaces. C'était ça le style des Pays-Bas. Oui, et bien sûr. L'Espagne c'était plus de possession. Tu peux pas comparer les deux. Malheureusement. En fait, tu compares les buts, mais là c'est pas une question de but dont on parle. Là c'est une question de fond de jeu. Et côté néerlandais, le fond de jeu a totalement disparu au travers de ce mondial 2010. On se souvient tous du quart de finale contre le Brésil. C'était un match très moyen. Parce que les Brésiliens ont compris comment jouer les Pays-Bas. Et c'est en ça que ils ont un peu bloqué les Pays-Bas. Les deux buts, on ne sait pas comment ils marquent les Pays-Bas. Franchement, c'est deux buts venus du ciel. Franchement, c'était dirty les Pays-Bas, c'était moche. Au-delà du niveau, ça aurait énervé beaucoup de monde de voir les Pays-Bas gagner la Coupe du Monde sur le terrain sud-africain. Si vous voyez ce que je veux dire, messieurs. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que Casillas, lui, a une Coupe du Monde. On va dire que c'est plutôt comme ça qu'on la voit de manière positive. Raphaël, si je te dis... Voilà, on va terminer le podcast doucement, mais si par exemple je te dis là Tate, et je suis d'accord avec lui, cette génération des années 80 a fait mieux que celle des années 70, celle qui nous avait fait rêver. Et si je te dis par exemple De Ligt, Van Dijk, De Jong, Van de Beek, est-ce que tu penses qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'évoque une nouvelle génération qui peut être intéressante, mais il y a encore, on va dire cette cosmopolite avec les Bergwijn, les Van Dijk aussi qui arrivent. Donc, on va dire qu'il y a un schéma plus ou moins similaire avec des joueurs qui ont brillé avec l'Ajax Amsterdam en 2018-2019 en Ligue des Champions. Donc, une nouvelle génération qui arrive, qui se sépare un petit peu au Barça pour De Jong, pour De Ligt pour la Juve. Donc, il y a les bases. Il y a un nouveau cycle qui arrive avec la non-qualification pour l'Euro 2016. Il y a également... il y a tout le cocktail pour une nouvelle génération. En Ligue des Nations, ils ont bien figuré. Moi, je pense que les Pays-Bas peuvent apprendre de leurs erreurs et faire des bonnes choses. Maintenant, il est un peu trop tôt pour se prononcer parce que dans les années 90, 98, 2000, la génération était quand même très costaud et on ne peut pas se prononcer maintenant pour savoir si cette génération va suivre. Mais il y a du potentiel. On est tous tâtés très en colère, mine de rien, quand on fait une perspective de ce qu'a été les Pays-Bas et de ce qu'ils nous ont apporté comme résultat finalement. Bah oui, on est super en colère, mais surtout que ça se voit que les mecs, ils étaient pas heureux d'être là. Seedorf, ça se voit qu'il était pas heureux d'être là. On parlait de l'Euro 2004. Vous voyez la tête de Seedorf à l'Euro 2004 ? Tu sentais qu'il était au bagne. Et contrairement après, ils s'en battaient les reins. Ils s'en battaient les reins. Et contrairement à la génération qui arrive, où j'ai l'impression qu'il y a un vrai leader et que les joueurs s'aiment entre eux, tout simplement. Que les joueurs sont heureux d'être ensemble, les Depay, les Van Dijk, les mecs de l'Ajax, qui sont contents d'être ensemble. Les délires qui sont contents d'être ensemble. Tout à fait. Contrairement à la génération des Seedorf, Kluivert, Co, ils n'étaient pas du tout contents de se voir. Pas du tout. Et même les Van der Vaart, Schneider et Robben. Exact, ça a continué. Ah non. Mais Van Persie a même dit à Dirk Kuyt, tu es un joueur sans talent. Et c'est incroyable de dire des choses comme ça. Et Schneider qui va voir le gardien numéro 2 des Pays-Bas au Mondial 2010, qui lui dit, toi tu gagnes combien ? Il donne son salaire. Il dit, moi c'est mes primes que j'ai eues en Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça veut dire avec l'Inter lors du triplé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des concours de buts. C'est ridicule. Complètement. C'est ridicule. Au-delà de ça, mine de rien, c'est que quand on regarde un peu, on va terminer le podcast comme ça, Damas, notre génération, elle a commencé à apprécier le football quand l'Ajax a gagné la Ligue des Champions. On termine notre ère des libéraux avec les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde 2010. Voilà, ça reste une équipe, une nation qui a été un fil rouge tout au long de notre amour du football et ça, on ne pourra jamais l'enlever.
tout au long de l'ère des libéraux et de notre enfance, c'est vrai. Ça se termine, moi je dirais mal, parce que ça fait mal quand même de voir les Pays-Bas aussi mal jouer. Déjà, ce mondial 2010, c'était déjà catastrophique au niveau technique, j'insiste. C'était d'un niveau très faible par rapport à 2006. Alors si en plus, voir des Pays-Bas, voir une telle équipe, des Oranges, aussi peu inventive, surtout sur le plan offensif, et même en termes de relance de jeu, en termes de jeu en triangle, la science du football a disparu côté néerlandais au travers de 2010. Maintenant, par rapport au nom, Van de Beek, De Jong, tous ces mecs-là, ils sont jeunes, ils sont mignons, c'est intéressant, mais est-ce qu'ils sont capables de nous faire rêver? C'est ça qu'on veut voir aujourd'hui côté néerlandais, parce que ça fait partie de cette identité de ce pays-là. Et moi, aujourd'hui, je suis désolé, j'en suis déçu. Eh bien, on verra ça dans les libéraux en 2030. Est-ce que cette génération a été à la hauteur de ses précédentes? En attendant 2030, n'hésitez pas à nous écouter un peu partout. Enfin, soyez encore avec nous aux prochains épisodes. Merci à tous. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.